Je le crois que l'espace public des urbanistes, c'est terminé. Maintenant, l'important devrait être une décision politique que tout espace est libre pour le public, pour toute activité. Ce qui est beau dans l'espace public antérieur, c'était aussi un espace de masse où on pourrait avoir le sentiment de masse, donc le sentiment de partager quelque chose de plus grand que soi. L'espace libre, en fait, il ne devient pas. Il faut lui donner une capacité à être libre. Est-ce qu'il faut partir d'un espace totalement libre ou est-ce qu'il faut partir d'un espace dont on explique que très facilement il peut se libérer? La rue n'est pas seulement un espace, si je puis dire, horizontal, mais devient plutôt un espace vertical. Oui, Alice, tu restes calme. L'espace public, c'est un étrange concept. Pour moi, dans ça, la partie importante, c'est le public. C'est pas simplement l'espace, c'est surtout le public. Et tout espace, une fois le public déploie une activité, devient un espace public. Et le problème dans nos villes, qu'il y a beaucoup d'espaces qui peuvent être espaces publics, seulement le public n'est pas autorisé à les utiliser. Des autres espaces sont prédestinés pour le public, mais le public ne les prend pas. Je prends toujours l'exemple que quand j'ai été étudiant, on a appris qu'on doit avoir des forums, des places de rencontre. Seulement dans les villes modernes, les forums et les places publiques sont vides. Les gens ont dans leur téléphone de poche l'espace public et ça peut être n'importe où. Allô, je suis ici, on peut se voir dans le café au coin. Je le crois que l'espace public des urbanistes, c'est terminé. Et maintenant, l'important, devrait être une décision politique que tout espace est libre pour le public, pour toute activité. Comment peut l'architecte manipuler l'espace? Bien. Ce qui manque pour moi à l'architecte, c'est, si on peut dire, l'artiste de l'espace. C'est pas l'artiste du bâtiment, mais l'artiste du vide entre les bâtiments. Et c'est complètement oublié. Et on ne laisse pas de vide disponible des bâtiments. Vous le savez, quand j'ai proposé l'idée de la ville spatiale, ça a été exactement que l'espace est disponible. Sous le bâtiment, entre les bâtiments, le bâtiment peut changer sa forme, son emplacement. Je dis toujours l'exemple, imaginez que dans certains jours, on veut changer le réseau de circulation. C'est impossible, c'est des incroyables démolitions. Alors, quand j'ai conçu l'idée de la ville spatiale, c'était contre les démolitions. Construire dans la place libre et faire l'urbanisme libre, ça veut dire que tous les dimanches, le réseau routier est différent. C'est techniquement complètement possible et ça aurait été important. Alors,
De ces points de vue, je suis très très contre l'idée de Grand Paris. Pour moi, c'est complètement faux. D'une raison très simple. Les gens de banlieue arrivent au centre de Paris en 1 heure et demie. Oui, mais vous arrivez de Bruxelles en 1 heure et demie. Et en 2 heures, vous êtes à Londres. Donc, je posais comme boutade la question, est-ce que c'est Paris qui est banlieue de Londres ou Londres est le banlieue de Bruxelles? Parce que c'est 1 heure. Et je le propose contre le Grand Paris, qu'est-ce que j'appelle Métropole Europe. Ça veut dire le réseau TGV, ça relie maintenant 50 grandes villes en Europe. Et ces 50 grandes villes sont de banlieue d'une entité que j'appelle la Métropole Europe. Et c'est ça, ça veut dire, si quelqu'un travaille à Bruxelles, pourquoi il ne doit pas aujourd'hui déménager à Bruxelles? Il peut aller, je ne sais pas, tant de fois à Bruxelles. La question de nouveau politique, le tarif. Le Métropole Europe, ça signifie un carte orange pour le réseau TGV. Et c'est tout. L'infrastructure existe, tout existe. C'est simplement une subvention. Le métro ordinaire est subventionné. Bien, l'Europe unie peut subventionner Métropole Europe. Donc, tous ces concepts changent avec ça, l'espace public, la ville. Et dans Métropole Europe, la campagne est dans la ville, dans le réseau de TGV. C'est pas quelque chose, moi j'appelais ça, la campagne c'est le dernier reste de colonisation. Non, ça fait partie de la ville. Il y a des endroits où ça existe aujourd'hui de facto en Hollande. Être agriculteur en Hollande, ça peut être qu'on est citadin. Et je le crois qu'il y a une énorme ouverture. Et ça vient de la technologie, le téléphone de poche, ce qui a éliminé les grandes rencontres, places de rencontres, le TGV, ce qui élimine la ville étriquée, qui agrandir un petit peu par spéculation immobilière. Je le crois que politique, je ne pense pas seulement les politiciens, mais les médias ne sont pas clairs avec ça. C'est quelque chose à changer pour le bon et pour le mauvais. Il y a une nouvelle situation et on doit s'adapter. La situation est plus forte que la volonté des dirigeants. Les dirigeants suivent les choses passent hors d'eux. Bien, les technologies ont introduit une certaine anarchie. C'est un fait. Si on le veut ou non, c'est mieux l'utiliser intelligemment qu'en provoquer des conflits. Voilà.
On a de la chance que l'interview se tient à Rotterdam, parce que Rotterdam est une ville construite exactement sur la base de ces deux définitions. Il y a plein de villes à Rotterdam qui, en fait, définissent ensemble la ville et la vie urbaine. Il y a évidemment une séparation très directe entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, on est ici depuis 30 ans, donc j'ai vu cette définition de la ville se transformer en quelque chose de beaucoup plus complexe. On peut en parler plus tard, mais quelque part, Rotterdam est un musée de cette autre interprétation antérieure de ce que c'est l'espace public. Je dirais, l'espace public existe seulement et peut exister seulement s'il y a une auteur et un acteur public. Si le public est très fort, évidemment, ce type de ville est planifié dans son moindre détail par une organisation publique. On est aujourd'hui dans une toute autre logique, plutôt une logique de PPP, Public-Private Partnership, qui suggère que le public n'a plus la force, plus le moyen, plus l'imagination, plus l'ambition de définir ce qui est la ville et qu'elle dépend de plus en plus d'autres acteurs et surtout des acteurs private, donc commerciaux. Donc, on a évolué d'une situation purement publique où c'était très clair que le public était aussi gratuit, accessible pour tous, avec une dimension de vraie égalité urbaine, à une situation aujourd'hui où le public est très souvent quasi-public, pas vraiment public, pas vraiment accessible pour tout le monde. C'est devenu une médium un peu ambigu qui dépend en partie où on est obligé en partie de payer. On paye pour le terrasse, on paye pour le magasin, on paye et on continue à payer. Donc, je disais, la plus grande transformation, c'est un espace gratuit et un espace payant. Et du coup, beaucoup moins collectif. Ce qui m'a fait peur aujourd'hui, c'est que le domaine d'art, les artistes sont plutôt mobilisés dans cette logique et participent à cette logique et donc sont très souvent utilisés pour quelque part séparer le gratuit de l'espace ou pour miner la collectivité de ces espaces et pour le transformer dans un espace beaucoup plus commercial, franchement. Et évidemment, la question publique-privée, quelque part, il y a une autre question parallèle et très proche qui est la question du réel et du virtuel. On pourrait dire que le privé est un autre virtuel. Et dans les deux cas, il faut trouver comme architecte quelque part un moyen de rester avec le parti peut-être le plus ancien de l'architecture, ce qui est rendre les espaces publics. C'est pas une autre chose peut-être que de créer des espaces publics, mais rendre tous les espaces publics. Ce qui était beau
Dans l'espace public antérieur, c'était aussi un espace de masse où on pourrait avoir le sentiment de masse, donc le sentiment de partager quelque chose de plus grand que soi. Et moi, je connais le profond plaisir et la profonde rassurance de faire partie d'une masse. Et je l'ai de moins en moins. Ça, c'est vraiment inventer ou poser la question si l'espace public classique peut être dépassé et si on peut aujourd'hui inventer ou identifier d'autres moyens ou d'autres sujets dans l'offre d'aujourd'hui qui permettent vraiment d'inventer d'autres espaces, d'autres typologies de public. Je suis évidemment un grand amateur de rue, donc je pense que la ville classique existante est sublime. Je pense que Bordeaux est un exemple sublime. Mais je pense que malheureusement, on ne peut pas copier la rue pour des raisons très complexes telles quelles. Il faut donc inventer d'autres moyens. Évidemment, je suis de la génération qui a utilisé le modèle même du ville européen comme un prototype pour pas seulement le futur européen, mais un futur mondial. Donc, il proposait simplement de copier ce même typologie ad infinitum pour toujours parce qu'elle est idéale. Et je pense que même les architectes les plus convaincus de cette thèse n'ont pas pu, même eux, n'ont pas pu copier. Si on visite leur effort, il y a une certaine tristesse qui est 100% similaire de tristesse du projet moderne moyen. Donc on se rend compte que ce n'est pas une question de langue architecturale, mais il y a un problème de fond qui fait que ça n'existe non plus. Il y a en même temps, chez le citizens, le citoyen, une capacité de vivre autrement, hautement développée, de vivre des situations difficiles que les architectes ne sont pas capables de reconnaître. On l'appelle toujours un terrain vague ou une situation indéfinie ou informe ou je ne sais pas quoi. Le public ou le citoyen ont en même temps montré une capacité étonnante pour réclamer et inventer et expérimenter les espaces autres ou autrement. Et par exemple, à Monte Italia, il y avait cet exemple d'une secte hindoue qui a inhabité d'une façon très publique un parking abandonné. Et je pense que si on veut vraiment comprendre l'espace public, il faut regarder ce type d'imaginaire qui malheureusement est presque inaccessible pour tout architecte traditionnel, pour voir à quel point le public aujourd'hui peut avoir d'autres formes et peut avoir existé en autres termes. Et je suis très, très heureux que, par exemple, la crise économique a beaucoup sensibilisé l'architecte et le jeune architecte aujourd'hui pour être plus sensitif et sensible à ce type de transformation plus ou moins improvisée qui aujourd'hui offre peut-être la chance de
d'un discours plus clair sur l'espace public. OK? Merci. J'ai en référence la place Jemal Fna à Marrakech. Donc une ville qui en plein milieu s'arrête, ses avenues, ses rues, les souks, les espaces construits, et puis dans ce qui reste, il y a tout qui se croise, les voitures, les vélos, les transports, et puis surtout le spectacle, les charmeurs de serpents, les conteurs, les poètes, les acrobates qui viennent, et puis les spectateurs qui viennent fabriquer des ronds autour d'eux pour les écouter, pour regarder. Et tout ça se mélange avec des trajets, des voitures et des bus qui sont assez rectilignes le matin quand personne n'est encore trop arrivé. Et puis très très vite, les groupes de spectateurs viennent contrarier les déplacements des voitures et des vélos et des bus. Et tout ça, ça donne un croisement d'activités tout à fait incroyable. Et cette référence de la place Jemal Fna à Marrakech, c'est pour moi aussi Alexanderplatz à Berlin, mais il y a longtemps, plus maintenant, parce que la place a été modifiée, transformée, redéfinie, alors qu'avant c'était là aussi une sorte d'espace vide, d'espace libre, au milieu de la ville, en plein milieu de la ville. On peut aussi parler de la rue, qui est au fond le premier espace public le plus basique dans une ville. Et moi, ce que je trouve, c'est que l'approche d'une rue, elle est vraiment très, très différente selon la façon dont la rue est dimensionnée. Et je trouve que, par exemple, dans notre quartier ici, il y a des rues qui sont très agréables, et puis il y a des rues qui sont pas agréables du tout, parce que soit elles sont mal exposées, soit il n'y a pas d'arbres, ou les trottoirs sont trop petits, ou il n'y a pas assez de choses qui se passent dans la rue, donc elles sont vides. Donc je pense que la rue, c'est quand même c'est très lié aussi quand même à ce qui se passe dans les bâtiments. C'est-à-dire que la rue, au fond, c'est le premier contact avec la ville quand on sort de son immeuble. Donc je trouve que c'est un espace qui est très important et qui peut avoir des configurations très, très, très différentes. Par rapport à une place, par exemple, dont on sent qu'elle est en général plus composée, plus définie par rapport à sa forme. Je pense que la rue, c'est très différent, et néanmoins, c'est un espace très important. Je me rappelle, en Afrique, ce qui était impressionnant, c'est que quand on sortait de la ville, il y avait le désert. Et donc, il n'y avait plus de route, mais il y avait le choix de tous les chemins possibles. Et ces chemins, c'était des traces. C'était la trace de pas, la trace d'un dromadaire qui était parti, c'était la trace de 2 roues de voiture qui étaient parties. Mais il y avait la liberté d'aller dans toutes les directions. Et ça, c'était vraiment intéressant. Cette idée qu'il n'y avait pas de parcelle, qu'il n'y avait pas de clôture, qu'il n'y avait pas de mur, qu'il n'y avait pas de haie, qu'il n'y avait pas de bordure, qu'il n'y avait pas de démarcation entre le chemin que prenait la voiture ou le chemin que prenait le piéton. Cette sensation, c'était vraiment
agréable. Et vraiment, cette idée de liberté était présente là-dedans. Et c'était assez enthousiasmant. Donc je trouve que ça, c'est important. Cette idée de, quand il y a une construction, qu'elle soit basée sur l'idée de la trame, les poteaux, les pilotis, la continuité entre l'espace de la ville et l'espace du bâti, passer dessous librement, éviter les murs, juste éventuellement donner la possibilité à des murs ou à des cloisons de venir créer d'une intimité, mais jamais des prisons. Voilà, enfin c'est cette liberté, je crois, qu'on a dans la tête quand on pense à l'espace de manière générale. On peut aussi penser que dans notre façon de faire, que l'espace public, c'est la continuité d'un ensemble, d'un espace individuel partagé qui s'augmente. Donc on peut aussi partir de cette façon-là. Alors c'est pas l'architecture dans le sens définition des formes bâties, mais c'est l'architecture dans le sens de l'usage et de la façon dont des habitants utilisent l'espace, se l'approprient ou le partagent. Donc si on travaille dans ce sens, on peut penser que l'espace public en effet se définit comme la continuité de l'espace individuel et plus il est partagé par des individus, plus il est public. Pour encourager ou en tout cas favoriser la liberté d'usage ou l'appropriation ou le partage, il faut avoir quelque chose à partager et donc être dans quand même une certaine situation de générosité pour pouvoir le faire. Donc ça commence pour nous dans l'idée déjà que l'espace individuel est suffisamment confortable et où on y trouve déjà cette possibilité de ne pas être compressé, de ne pas être trop contraint, et qui doit se répercuter à tous les stades du plus privé vers le plus public. Je me rappelle d'un projet d'espace public qu'avait fait Emilio Ambas dans une petite ville d'Allemagne, qui était sur un espace ouvert au milieu de la ville. Il avait proposé un espace agricole pratiquement, de jardin et de parcelles qui étaient pour les habitants de cette ville et dont il commençait à dire que chaque parcelle était définie par des haies basses, avec l'idée qu'au fur et à mesure, ces haies pourraient disparaître au gré des relations qui se tisseraient entre les voisins. C'est-à-dire que là où il y avait une petite parcelle entourée de haies, des discussions avec le voisin pouvaient amener au bout d'un certain temps à dire je supprime cette haie qui nous sépare et on fait une parcelle plus grande. Et dans cette liberté, c'est-à-dire effectivement peut-être qu'à un moment donné il y a l'idée que est-ce qu'il faut partir d'un espace totalement libre ou est-ce qu'il faut partir d'un espace dont on explique que très facilement il peut se libérer. C'est des questions que je trouve très intéressantes. Un espace libre, en fait, il ne devient pas. Il faut lui donner une capacité à être libre, c'est-à-dire à offrir des possibilités, à offrir justement des capacités pour des gens ou un groupe de gens de faire quelque chose avec, ou en tout cas de pouvoir l'approprier, le renouveler. Donc si on se réfère par exemple à ce qu'on a voulu faire à l'école d'architecture de Nantes, donc qui est un édifice public, qui est destiné à l'enseignement de l'architecture, mais en même temps, compte tenu de sa localisation, qui était dans un nouveau quartier de la ville, qui est supposé devenir vraiment le nouveau centre de la ville, avec beaucoup de nouveaux bâtiments publics, beaucoup d'habitations. Il nous semblait important précisément
que le bâtiment lui-même joue cette capacité de relation et cette mixité entre ce qu'on fait dans une école d'architecture et ce qui se définit dans l'espace public. Et donc on a décidé, on a proposé que le rez-de-chaussée en fait ne soit pas un rez-de-chaussée d'enseignement, mais que ce soit à l'interface, à l'entre-deux, c'est-à-dire que l'espace public extérieur continue à l'intérieur et qu'il puisse lui-même offrir des possibilités d'événements publics ou d'activités publiques. Alors ça marche, on voit que ça marche assez bien, puisque finalement la capacité permet qu'il y a aussi des espaces de débat, de conférences qui sont pas réservés à l'école, mais qui sont aussi des espaces publics. Et c'est un peu la même chose qui se passe sur la toiture, qui est une sorte de place publique. Donc cette question de la liberté d'un espace, c'est aussi à l'origine de lui penser une disponibilité qui est ouverte à l'usage. C'est quelque chose qui doit se préfigurer et se définir en amont. L'idée d'aider à fabriquer la liberté, possibilité des choix, possibilité de se rencontrer, possibilité de discuter, possibilité de se mettre à l'abri, de se protéger, d'être seul, c'est la caractéristique de ce qu'on doit donner en termes d'espace, qu'il soit public, qu'il soit privé, ou public-privé, dans cette continuité. Dans le même sens. Bonjour. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est assez simple, c'est-à-dire que l'espace public est un bien qui est financé par l'argent public. Et cet argent public, il vient du citoyen, c'est-à-dire que chacun, avec ses impôts, avec ses taxes, va financer les équipements publics de la ville, dont les espaces publics. Et donc, ce que je trouve correct et efficace aussi, c'est que viennent avec le bâtiment public, viennent avec l'équipement public, un financement et donc une organisation d'espace public qui va mettre en relation ce programme public d'un nouvel équipement, par exemple, dans un quartier, avec le quartier lui-même. Et ce trait d'union n'est pas seulement un trait d'union, j'allais dire, de façade, c'est-à-dire d'avoir un dégagement devant la porte d'entrée de l'équipement public, mais plutôt d'avoir un raisonnement de porosité, d'interpénétration, d'usage à des moments où il n'y a pas d'activité dans l'équipement public, pour que le quartier puisse se l'approprier et le faire vivre différemment, ou bien que ce bâtiment ne soit pas un obstacle à des cheminements urbains parce qu'il est fermé. La question de la rue, elle est souvent réduite à un premier étage ou à un grand ou haut premier étage. Ce qui est certainement plus juste en ce qui concerne la métropole, c'est que la rue n'est pas seulement un espace, si je puis dire, horizontal, mais devient plutôt un espace vertical. Pas seulement parce que la question de la topographie, c'est-à-dire la question d'utiliser des contrebas
de la rue est une solution urbaine, mais aussi parce qu'on peut aussi monter dans les étages. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle à corps et à cri la mixité dans les bâtiments, ça veut bien dire que des fonctions de socle vont être plus importantes et elles ne vont pas se réduire à une simple galerie de vitrines. Donc c'est, je dirais, 3 étages au-dessus, 3 étages en dessous, ça commence à être un ensemble d'une vingtaine de mètres d'épaisseur, la rue. Moi, je pense qu'il faut développer, et on s'y emploie depuis une trentaine d'années, un travail, je dirais, un peu sous-cutané, c'est-à-dire le travail de l'épiderme, donner à nos bâtiments des racines, et que le sol ne soit pas la séparation du dessus et du dessous. Cette complexité nous permet justement de prolonger en fait les bâtiments dans le sol, d'y installer un certain nombre de services, un certain nombre de fonctions, un certain nombre d'usages qui s'y trouvent beaucoup mieux parce que plus connectés entre eux, plus rapprochés aussi des systèmes de transport, mais aussi des systèmes de logistique, des systèmes de stockage. On a de plus en plus besoin de stockage au plus près de nos lieux d'habitation, en particulier pour le e-commerce, etc. Donc, même pour les databases qu'on doit protéger. Enfin, donc il y a toute l'arrivée de lieux qui sont des lieux, si je puis dire, de fondation du mode de fonctionnement de la métropole et qui peuvent être imaginés comme étant, d'une certaine façon, une forme de socle habité, vivant, et qui va nourrir les bâtiments en superstructure là où nous allons vivre. La question du sous-sol, par exemple, si on, sur la question un peu de pathologie, d'une certaine façon, il y a en termes, il y a des questions olfactives aussi. Le sous-sol sent mauvais, souvent. Mauvais au sens de, par exemple, il sent l'humidité. Bon. Il peut y avoir aussi d'autres types d'odeurs plus nauséabondes parce qu'il y a des égouts, je ne sais pas, enfin on a un peu cette espèce d'imaginaire. C'est un lieu qui est un lieu, évidemment, a priori pensé sans lumière naturelle. C'est un lieu également qu'on pense très contraignant dans sa dimension. C'est-à-dire on pense que les espaces en sous-sol sont des espaces petits. Donc une tendance à la claustrophobie. En fait, si on fait un travail plutôt de superposition de lieux, ça va nous permettre de faire entrer de la lumière. Ça va nous permettre d'avoir des espaces qui vont ne pas être réduits à des tuyaux, à des tunnels ou à des grottes. Et on va, au contraire, avoir un sentiment, curieusement, d'absence d'architecture. C'est-à-dire qu'on est creusé dans le sol. On travaille sur la station de métro, qui est la station de métro de la gare de Naples, ce qui est un terme un petit peu impropre, parce que je devrais dire des gares de Naples, car il y a 4 ou 5 gares, une gare avec le train rapide, le TGV italien, une gare nationale, une gare régionale, un RER, et puis évidemment il y a une gare routière. Donc c'est une vraie plateforme multimodale comme on en rêve, pratiquement ouvrant sur le même espace public, qui est la Piazza Garibaldi, qui est un espace public de très grande dimension, puisqu'il représente à peu près 200 mètres de large presque et 450 mètres de long. Donc c'est sensiblement la place de la Concorde à Paris. Et donc là, il y a un travail de topographie que l'on développe pour créer presque une espèce de double deck, quoi, une espèce de double sol. Le sol
historique de la place, et puis un autre sol à ciel ouvert que l'on creuse en contrebas, à peu près 7, 8 mètres, 9 mètres de profondeur, et qui va, dans son épaisseur, permettre un certain nombre de connexions. Ce n'est pas une espèce de pieuvre dans laquelle on va se perdre. Non, ce sont le tracé d'une place, des implantations d'entrée, des formes qui permettent d'avoir des puits de lumière qui conduisent la lumière au plus profond des infrastructures, un tracé linéaire d'une galerie qui est creusée dans le sol et plantée d'arbres métalliques avec des toiles de façon à créer de l'ombre, puisque à Naples, le problème est plutôt un problème de soleil que de pluie, etc. Donc c'est une géométrie, une écriture qui est une écriture de dessin urbain. Mais qui ne touche pas simplement la surface du sol de la ville, mais qui va au contraire dessiner cette épaisseur, cet épiderme que j'évoquais tout à l'heure, et qui constitue les différentes couches d'échange en pied d'immeuble, en pied de bâtiment, avec cette espèce de certaine jubilation de créer des lieux qui sont des lieux inédits dans la ville.